Madame, Monsieur, bonsoir. Mardi 12 novembre 2019. Bienvenue dans ce journal dont voici les titres. La sinistralité routière est très inquiétante au Sénégal. Un nouvel accident de la circulation a causé une dizaine de blessés à Dakar à hauteur de l'université. Le chauffeur d'un car rapide a perdu le contrôle de son véhicule et a fini sa course sur 2 taxis et 2 scooters. Le chauffeur a été arrêté. 300 000 nouveaux demandeurs d'emploi se retrouvent chaque année sur le marché du travail, un chiffre fort inquiétant, d'autant que 6% seulement d'entre eux ont une qualification, ce qui complique à plus d'un titre leur insertion sur le marché du travail. Le Sénégal n'atteindra pas les objectifs du développement durable pour ce qui est de l'éradication de la faim et de la pauvreté. Le ministère de l'économie a fait dans la clarté à ce sujet. Les ODD sont encore un rêve inaccessible. Et puis la Gambie pense ses plaies. La commission Vérité, Réconciliation et Réparation a débuté la seconde phase liée aux purges et chasse aux sorcières sous Yaya Jammeh. Les rescapés qui ont échappé à la folie de l'ancien président sont entendus par la dite commission. Le développement de tous ces titres dans un petit instant. Pour commencer, l'administration pénitentiaire porte un démenti et l'a fait savoir aujourd'hui que Hussein Habré n'est pas malade et qu'il se porte bien, contrairement aux informations qui ont été relayées. Selon le service de communication de l'administration pénitentiaire, toutes les dispositions sont prises pour veiller à la santé de toute personne incarcérée. En plus de créer des embouteillages et d'augmenter la pollution, les voitures causent beaucoup d'accidents. C'était le cas en mi-journée sur l'avenue Cheikh Anta Diop à hauteur de l'université de Dakar. Une dizaine de personnes ont été blessées. Un car rapide fou a terminé sa course dans l'autre sens et a violemment heurté 2 taxis et autant de scooters. Le chauffeur en aurait perdu le contrôle. Il est gardé à vue actuellement par la police. Les blessés ont été secourus. Moustapha Gabar Diop. El Hadj Ndiaye n'en revient pas. Depuis qu'il est taximan, c'est la première fois qu'il assiste à un tel accident. Le car est venu de Wakam. Arrivé au niveau du rond-point, il a cogné une première voiture avant de me rentrer dedans. Il a renversé un scooter avant de passer par-dessus la séparation de la route. Il a endommagé mes 2 portières et même blessé plusieurs personnes. Un car de transport qui venait du sens de l'hôpital Fann pour relier la ville, au niveau du rond-point du centre des œuvres universitaire de Dakar, tel que l'allure était vive, il a frôlé 2 taxis, il a renversé 2 scooters, il est passé de l'autre sens. Il y a beaucoup de gens qui sont blessés. El Hadj Kantara Faye, surveillant l'université Cheikh Anta Diop et témoin de la scène, estime que c'est grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu de mort. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, c'est comme un film de cinéma. Je crois que c'est un acte d'indiscipline, une indiscipline notoire. Parce que des allures pareilles, on ne peut pas comprendre. Ici, à des heures de pointe, un véhicule de transport puisse rouler à des allures pareilles. Dans sa course folle, le car rapide a fait près d'une dizaine de blessés, des passagers à son bord et le conducteur d'un scooter. Il dit qu'il n'avait plus de frein, mais je suis sûr qu'il a fait exprès. Donc ce n'est même pas de punir la personne ou de l'emprisonner. Ce n'est pas ça qui va régler le problème. C'est un acte d'indiscipline. Je crois que si quelqu'un n'est pas mort aujourd'hui, c'est avec l'aide de Dieu. Mais ce que nous avons vécu aujourd'hui, c'est comme un film de cinéma. C'est une indiscipline notoire. Un excès de vitesse à des heures pareilles. Il faut que les sanctions soient plus dures que prévu. Les secours sont vite arrivés sur le lieu et ont pu évacuer les blessés. Le conducteur du car rapide est entre les mains de la police. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Le processus de paix en Casamance avance, mais selon la présidente
de la plateforme des femmes casamançaises, il existe de réelles menaces sur la paix au-delà de l'assassinat de Abdou Elinkine Diatta récemment. C'est la crise politique en Guinée-Bissau et en Gambie qui sont les nouvelles sources d'inquiétude. Nous écoutons Ndeye Marie Djedjou, interrogée ici par Omar Khan. C'est aussi le cas avec la crise institutionnelle en Guinée-Bissau, suite à la volonté du président sortant de destituer le chef du gouvernement. Ce blocage, précédé par la mort de manifestants de l'opposition quelques jours plus tôt, prend de jour en jour une nouvelle tournure, malgré les injonctions de la CEDEAO. En Gambie, l'opération Truyilleuse Jotna, une mouvance de l'opposition menace de démarrer des séries de manifestations à compter du 1er décembre 2019 pour faire respecter par l'actuel président, son Excellence M. Adama Barrow, sa promesse de campagne d'organiser une élection présidentielle après 3 années de pouvoir. Cet imbroglio expose notre espace, l'espace Sénégal, Gambie, Guinée-Bissau. Et toujours sur le même sujet, la 5e édition de la table dite de la paix des femmes s'est tenue ce matin. C'est une initiative donc de la plateforme des femmes pour la paix. Le thème de cette année suggère la sortie de crise en Casamance. Compte rendu Omar Khan et Moussa Fall. Le retour définitif de la paix en Casamance n'est pas totalement compromis. Seulement, l'assassinat d'Abdou Elinkine Diatta est une réelle menace pour le processus de la paix. Il subsiste des risques réels pouvant faire basculer à nouveau cet espace dans la violence. En témoigne l'assassinat d'un des leaders du MFDC favorable au dialogue. Un acte lâche et barbare que nous condamnons avec la dernière énergie. Un élément qui vient perturber une accalmie notée depuis 2012. Depuis 2012, un vent d'accalmie souffle dans toute la Casamance. Cette situation a favorisé le retour d'un nombre important de réfugiés dans leurs villages et la relance des activités socio-culturelles et économiques de la région. Force est de reconnaître que cette désescalade est née de la volonté des acteurs de privilégier la voie du dialogue pour asseoir la paix dans la partie sud du Sénégal. La plateforme des femmes pour la paix en Casamance clôturait ce mardi une série de rencontres dénommées la table de la paix, un travail qui l'a conduite en Casamance, en Gambie et en Guinée-Bissau. Cette rencontre était l'occasion d'en faire la synthèse. Quand on vit le 21e siècle, on est forcément inquiet. Les spécialistes en parlent comme d'une véritable bombe à retardement. Chaque année, 300 000 jeunes Sénégalais arrivent sur le marché du travail. Mais seulement 6 d'entre eux ont une qualification qui puisse leur permettre une véritable insertion professionnelle. Face à cette situation des plus inquiétantes, aussi bien le secteur public que le secteur privé ont du pain sur la planche et devront mieux coopérer pour améliorer la qualité de la formation au Sénégal. En cela, nous allons entendre le ministre de l'Emploi, en l'occurrence Dame Diop, qui est ici au micro de Moustapha Gabar Diop. 60% de notre population est jeune. Et dans un tissu économique relativement faible, il faut développer des partenariats entre le public et le privé pour pouvoir régler la question de l'emploi et de l'employabilité des jeunes.
Nous avons déjà commencé dans le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Il était donc important qu'à travers ces différents partenaires ici présents, qu'on puisse mutualiser nos expériences afin de trouver, dans le cadre général des PPP au Sénégal, quelles sont les spécificités de la formation professionnelle technique pour pouvoir, encore une fois de plus, impliquer le privé dans la gestion des centres. Tous les partenaires qui nous accompagnent dans ce travail, qui nous permet, à côté de l'État, qui fait déjà beaucoup de choses. Et j'ai cité tout à l'heure les réalisations de l'État à travers la création des centres de dernière génération. Autre source d'inquiétude, l'éradication de la faim et de la pauvreté qui figurent dans les objectifs du développement durable, les ODD. Les deux défis sont au centre d'un atelier régional. Le directeur du cabinet du ministre de l'économie est pourtant lucide. Malgré les efforts étatiques, le Sénégal est encore loin d'atteindre tous les objectifs. Alioune Ndiaye est au micro de Moustapha Gabar Diop et Séléman Diallo. Le gouvernement fait beaucoup d'investissements dans le domaine agricole. Des investissements qui vont de l'aménagement des terres au nord, l'aménagement des terres au sud, la régénérescence des sols, la subvention des intrants agricoles, la modernisation de l'agriculture avec l'acquisition d'équipements, de tracteurs pour les agriculteurs. Donc c'est autant d'investissements que l'État est en train de faire pour moderniser et développer l'agriculture dans notre pays. Par rapport à certains ORD, on a des avancées assez significatives. Par rapport à d'autres, on est un peu en retard. On va se réorganiser, s'employer pour combler les gaps là où ils doivent l'être. Les corps intermédiaires, autrement dit les syndicalistes de leur côté, ont admis qu'il y a certes des avancées, mais n'en jugent pas moins qu'il reste encore beaucoup à faire. Nous allons entendre à ce sujet Cheikh Diop, secrétaire général de la CNTS-FC, interrogé, lui, par Alioune Gueye et Augustin Manda. Le pacte social que nous sommes en train d'évaluer aujourd'hui est un cadre de référence, il faut le reconnaître. Pour autant, les résultats qui ont été produits sont des résultats mitigés, ça c'est très clair. Mais il faut quand même insister sur ce qui a été fait pour pouvoir aborder ce qui n'a pas été fait et de le faire correctement. C'est dans cet esprit que nous allons aborder l'évaluation pour approfondir le cadre, mais également rendre le pacte et le cadre de dialogue social que le pacte a généré, les rendre beaucoup plus performants. Ce qu'il faut, à notre avis, corriger, c'est qu'au niveau de certains secteurs sociaux, l'éducation, la santé, la justice, nous avons constaté que l'impact du pacte social n'a pas été très positif. L'implantation et la sédimentation des médias étrangers sur le continent, c'était le centre d'intérêt au cœur des délibérations du Forum Africa Business Media de Bloomberg. Le sujet est diversement apprécié par les acteurs. Africa Business Media a rassemblé à Dakar 3 jours de suite les professionnels des médias pour analyser les défis et opportunités en Afrique. Mohamed Kandi et Cheikhou Gueye au reportage. L'Afrique devient de plus en plus une destination convoitée par les médias étrangers. Chaque pays essaye de marquer son territoire, ce qui n'est pas mauvais pour des acteurs qui estiment que cette implantation massive des chaînes occidentales constitue un aspect inhérent à la globalisation. Je pense qu'il est important d'encourager cette présence étrangère en Afrique dans le domaine des médias, mais il faut que nos médias continuent d'avoir la possibilité de produire également pour les populations locales, mais également qu'on ait des médias africains qui soient puissants assez pour qu'ils puissent avoir également leurs propres correspondants dans les pays du Nord ou dans les pays asiatiques, par exemple. Notre continent, bien évidemment, parce que plus il y a la compétition, plus les habitants, les populations pourront bénéficier. Un point de vue qui est loin de faire l'unanimité, car pour d'autres, les médias locaux n'ont pas les moyens pour concurrencer les chaînes étrangères. CNN a 6 programmes dédiés à l'Afrique aujourd'hui. Comment exactement
Est-ce que le média landscape africain est censé entrer en compétition avec les médias internationaux? Comment exactement est-ce que les médias africains vont être capables de lutter, de faire leur digitalisation, de conserver leur talent? Comment exactement, quand BBC arrive à Nairobi, investit 270 millions, on fait 300 journalistes, comment exactement est-ce que les petits médias africains peuvent retenir ces journalistes? Les acteurs des médias sont partagés donc sur la question, même si l'implantation des médias étrangers crée de la diversité et offre de l'emploi aux professionnels de l'information. Certains craignent l'affaiblissement des chaînes locales qui ne peuvent pas rivaliser sur le plan des ressources humaines et matérielles. Et un petit retour en zone, un atelier tripartite d'évaluation du pacte national de stabilité sociale et d'émergence économique s'est tenu ce matin à Dakar entre le ministre du Travail, les centrales syndicales et le patronat. Différents points ont été abordés à l'occasion. Les syndicalistes pensent que le bilan n'est pas fameux et le ministre compte apporter des solutions pour une paix durable. C'est un compte rendu de Alungue. Un dialogue entre le gouvernement, les centrales syndicales et le patronat. Objectif, évaluer le pacte national de stabilité sociale. Nous avons eu le bonheur, nous, du gouvernement, à côté des organisations de travailleurs et celles d'employeurs, de nous retrouver pour faire le point. Faire le point par rapport à un instrument dont nous sommes dotés il y a quelques années pour assurer la stabilité sociale et travailler à l'émergence économique de notre pays. Le moment que nous sommes en train de traverser en tant que pays nous impose de nous retrouver pour faire le point par rapport au parcours fait, mais également essayer de frayer la voie en direction de l'avenir. Les syndicats jugent le bilan mitigé. Le ministre minimise. Ils ont raison de dire que nous n'avons pas tout fait. Je répondais tout à l'heure qu'heureusement que tout n'est pas fait, car tant qu'il y a de la vie, il y a encore du chemin à parcourir. Et en réalité, aurions-nous atteint les étoiles que nous aurions encore essayé de viser d'autres objectifs. La recherche du meilleur, la recherche du plus, la recherche de ce qui est plus solide que l'existant est une dimension fondamentale, disons, de l'être humain. Donc nous n'avons pas tout fait, mais dire que les résultats sont mitigés, c'est reconnaître que les pas ont été faits. Et les enseignants qui menacent de perturber l'année scolaire si l'État ne respecte pas ses engagements? Les syndicats d'enseignants ont des revendications. Ils ont en face d'eux un partenaire attentif qui écoute évidemment leurs revendications et qui s'emploie dans la mesure des moyens disponibles à aller dans la direction de satisfaire évidemment les aspirations des travailleurs, qu'ils soient enseignants ou autres. Le fait est que simplement, on ne peut pas tout faire en même temps et qu'il y a beaucoup d'urgences dans notre pays. Voilà pourquoi nous n'avons pas évidemment intérêt à perturber, disons, l'année scolaire, car de la capacitation de nos apprenants, disons, de la qualité des enseignements que nous délivrons, de la formation des apprenants d'aujourd'hui, dépend le sort du Sénégal de demain. Le dialogue, gage de stabilité sociale, c'est cette mission que le gouvernement du Sénégal entend mener avec les centrales syndicales pour une paix durable. La culture des résultats implique la culture des moyens, une meilleure inclusion financière par le biais de la digitalisation. C'est l'objectif d'un forum sur les institutions financières et les clients qui a été ouvert ce matin à Dakar. Les initiateurs de la rencontre entendent mieux sensibiliser les Sénégalais. On écoute Famara Ibrahima Sagna, c'est le président de l'association des clients et sociétaires des institutions financières. Il est au micro de Alioune Gueye. Nous sommes dans une dynamique d'innovation technologique, d'innovation dans le numérique, marquée essentiellement par la digitalisation. Et les statistiques ont révélé que le taux de pénétration des Sénégalais dans le portable est dans l'ordre de plus de 107%. Il est tout à fait évident que si nous voulons booster la bancarisation qui est à un taux strict de 20%,
un taux élargi de 47-48%, il est tout à fait normal que l'on invite les Sénégalais à user de leur portable pour accéder aux services financiers de base, dont l'inclusion financière. Sur l'international ce soir, la RD Congo, où la situation est instable, et la guerre sans fin israélo-palestinienne. Et en Gambie, il y a quelques mois, la CEDEAO lancé l'autorité régionale de la concurrence à Banjul. Elle a été mise en place pour faire appliquer les règles en matière de concurrence. Le nouvel organe s'est adressé à la presse ce matin dans la capitale gambienne pour aborder les questions de libre circulation des personnes et des biens dans un contexte de fermeture des frontières terrestres du Nigeria, la première économie d'Afrique. Amadou Bari, notre correspondant à Banjul, a notamment interrogé un cadre de la CEDEAO sur le dossier. On l'écoute. Donc je crois que c'est une mesure temporaire pour corriger un certain nombre de choses et au cours des échanges, un certain nombre de palliatifs ont été trouvés. Il reste simplement les derniers verrous à lever pour que cette réouverture puisse intervenir le plus rapidement possible compte tenu des défis que cette fermeture engendre. Donc je pense que c'est un problème qui est sur la table des chefs d'État. Des échanges sont en cours et des solutions idoines vont être très rapidement trouvées en vue de la réouverture prochaine de cette frontière. Oui, le principe, c'est la libre circulation des personnes et des biens. Mais vous conviendrez avec moi que lorsqu'il se pose un problème relativement à la sécurité nationale d'un pays, il va de soi que ce soit légitime que des dispositions particulières puissent être prises en vue d'enrayer ces difficultés et ces défis sécuritaires qui sont, de mon point de vue, très importants et qu'il faut lever pour assurer la survie du pays. Nous restons chez nos voisins où la commission Vérité, Réconciliation et Réparation gambienne a ouvert hier sa deuxième session consacrée aux purges et chasse aux sorcières qui avait droit de citer sous le magistère de Yaya Jammeh en 2009 suite à la mort d'une tante de l'ancien président. Une expédition punitive a été lancée dans sa région natale pour arrêter les personnes soupçonnées d'être adeptes de pratiques occultes. Et pour la première fois, la commission a dépaysé ses auditions pour écouter les rescapés dont la plupart avaient attrapé des maladies causées par des potions hallucinogènes censées guérir de la sorcellerie. À Banjul, nous retrouvons Amadou Bari. Une décennie après les faits, le souvenir de cet épisode douloureux reste vivace dans les esprits selon les enquêteurs de la commission. Après avoir sillonné une dizaine de localités pour recueillir des témoignages, les enquêteurs de la structure ont ouvert ce lundi ce chapitre avec l'audition de deux officiers de la police gambienne. Abdou Badji et Ken Mendy ont rappelé les circonstances de la rafle au cours de laquelle des centaines de personnes accusées de sorcellerie ont été arrêtées. Ces victimes, dont la plupart sont des personnes âgées, ont été gardées nues en détention et forcées de boire des potions hallucinogènes. Libérées quelques jours plus tard, elles avaient contracté des maladies. Entre-temps, certaines sont disparues et les rescapés entendent témoigner devant la commission de réconciliation. Pendant un mois, les enquêteurs de cette structure qui enquête sur les violations des droits humains commises sous Yaya Jammeh se penchent sur ce sujet trouble et irrationnel. Pour la première fois, les audiences seront délocalisées dans 3 localités hors de la capitale à partir de la semaine prochaine. La structure indique que toutes les dispositions ont été prises pour des auditions de proximité, les faits ayant eu lieu en province et la plupart des rescapés étant dans l'incapacité de se déplacer. L'équipe de la commission a décidé d'aller à leur rencontre. Pour rappel, cette chasse aux sorcières au sens propre avait été lancée en 2009 par l'ancien président Yaya Jammeh. Sur recommandation de ses marabouts, celui qui a régné sur la Gambie pendant plus de 2 décennies a cru à l'irrationnelle rumeur que sa tante avait été tuée par des sorciers. Les 2 officiers de la police qui ont témoigné devant la commission en ce début de semaine ont
ont confirmé que ce sont des agents de différentes institutions de l'appareil sécuritaire gambien de l'époque qui ont aidé les guérisseurs dans leurs étranges manœuvres. Les actualités internationales encore, la RD Congo où la situation, l'instabilité est chronique et également la guerre sporadique israélo-palestinienne qui se regarde toujours en chien de faïence. En Afrique centrale, l'armée congolaise annonce que 5 civils ont été tués par de présumés rebelles des forces démocratiques alliées. Cet incident survient au 13e jour d'opération d'envergure. Ces opérations se sont déroulées dans leur fief dans l'est du pays. Les ADF ont fait incursion dans le village de Maïmoya. Ils ont tué les civils à la machette. Depuis le lancement des opérations militaires le 30 octobre dernier, une vingtaine de civils ont été tués dans des attaques attribuées aux ADF. L'armée confirme par ailleurs avoir neutralisé un chef de rébellion hutu-rwandaise du FDLR, Juvenal Moussabina, et 4 de ses gardes du corps. Des habitants reprochent aux autorités de concentrer leurs opérations dans les environs de Beni et non vers le nord, vers la frontière ougandaise. Une frappe de l'armée israélienne tue 5 Palestiniens, dont un commandant du groupe djihad islamique et son épouse dans le nord de Gaza. Âgé de 42 ans, Baba Abou al-Atta a longtemps été la cible des soldats hébreux qui lui attribuent de nombreux tirs de roquettes sur Tel Aviv depuis l'été, y compris durant la campagne pour les législatives du 17 septembre dernier. Ces attaques ont été présentées par des responsables de sécurité israéliens à la presse comme une guerre quasi-privée sous influence de l'Iran et qu'elle fragilisait une trêve non officielle avec le Hamas, mouvement islamiste dominant dans l'enclave de Gaza, sous blocus israélien depuis 2007. En football et en bref, le Sénégal fera face demain à 19h au Congo-Brazzaville au stade de Lat Dior de Thiès. Un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qui doit avoir lieu au Cameroun dimanche. Dans ce même cadre des éliminatoires à 13h, l'Eswatini recevra les poulains de Aliou Cissé. C'est la fin donc de cette édition et dans un instant la météo qui sera suivie des inspirations du professeur Swangé Diouf. Suivra ensuite Khalifa Diakhaté, le journaliste du peuple dans Kenou Askanui. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. À demain, Inch'Allah.